Françoise Lebrun, bonjour. Ouais, bonjour. Nous sommes très contents de vous avoir en entretien, parce qu'on a vu le cancre, mais parce que pour tout ce que vous représentez pour le cinéma français d'une manière générale. On vous a découvert personnellement avec La Maman et la Putain, comme tant de gens. Donc on va commencer avec, on va organiser cet entretien avec des questions sur le cancre. On va parler d'abord du cancre, et puis après on ouvrira un petit peu le débat, si vous voulez bien. Je voudrais en premier que vous nous parliez un peu de Paul Vecchiali, qu'on vient d'interviewer. Vous avez tourné avec lui la première fois en 83, si je ne me trompe pas, pour un film qui s'appelait En haut des marches. Puis en 84, de mémoire, en 2004, vous avez tourné avec lui aussi, en 2006, à Plus si affinité. Quel est le rapport que vous avez avec lui? Comment vous le définiriez, ce rapport? Le rapport, c'est presque un rapport, je dirais, de famille, de cinéma, parce qu'on s'est rencontrés, Paul était aussi autour des cahiers, moi aussi, enfin donc il y a cette filiation du départ, et puis ensuite il a pris des chemins un peu divergents par rapport à certains, bon c'est les histoires du cinéma, et puis Paul, je dirais, c'est vraiment comme c'est une fidélité qui me lie à Paul aussi, un amusement aussi parce qu'il aime beaucoup, une fascination pour sa capacité de travail, parce qu'il n'arrête pas. Je me souviens, il y a eu un moment où on se téléphonait beaucoup, et le lundi, il me disait, est-ce que tu es au courant de mon scénario? Et je disais, oui, celui-là. Il dit, non, j'en ai rien d'autre. Je lui dis, attends, comment est-ce que tu fais pour être en activité comme ça aussi forte tout le temps? Et puis, du coup, comme on a partagé les mêmes histoires de cinéma, les mêmes temps de cinéma, ça a permis, par exemple, tout le mémoire, qui était un échange sur des bases communes de mémoire, ce qui permettait de le faire. Sans que ce soit de la fiction vraiment, mais il y a eu de l'invention, mais sur des bases qui étaient partagées. Et puis c'est vrai qu'il y a une sorte de... il réunit une famille autour de lui, et effectivement j'ai la chance d'en faire partie, d'un film à un autre, tout ça. On a discuté avec lui, vous formiez une bande avec Eustache bien avant. Oui, alors moi je crois qu'ils étaient très proches, Jean et Paul, et moi je suis arrivée un petit peu après, mais tout le monde se retrouvait, par exemple, je ne sais pas si on en a parlé, au studio Parnasse, le mardi soir, où il en parlait, non? La bande du studio Parnasse. Voilà. Et c'était assez fascinant, parce que c'était une séance avec M. Chéret, qui était directeur du studio Parnasse. Il y avait 2 films. Et après ces 2 films, il y avait des questions qui étaient posées pour gagner des places de cinéma. Et il y avait tous les gens du cinéma qui étaient là et qui étaient capables de dire quel était le 4e stagiaire sur le film de Sturgis en 58. Et il y avait une main qui se levait en disant c'était un tel. J'étais fascinée par la connaissance incroyable du cinéma qu'avaient les gens à cette époque. Et on s'y retrouvait. Voilà. Et à l'époque, vous envisagiez déjà d'être actrice? Pas du tout. Vous êtes devenue actrice par... connaissance. Par hasard? Ouais. Vous étiez au bon endroit au bon moment. Ben, je sais pas, mais ça s'est fait comme ça. Pour revenir sur Paul Vecchiali, est-ce que vous diriez que c'est un cancre? Non, absolument pas. Non, c'est une tête bien faite, avec une agilité incroyable, et c'est quand même un polytechnicien de formation, c'est pas un hasard. Tous ces films se terminent en temps normal, il n'y a pas de dépassement, il y a une habilité au travail qui fait que effectivement, il est mis en place, etc. Non, c'est pas un... Quand il vous a proposé le projet du cancre, il vous a donné un scénario complet, achevé? Ouais. Et vous avez tout de suite... est-ce que vous aviez besoin de lire le scénario pour lui dire oui?
Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça m'a amusé en plus que je sois ce personnage-là. Et puis il m'a dit comment est-ce que tu veux t'appeler? Il y avait un autre prénom, je crois, qui était prévu. Et puis je lui ai dit que j'aimerais bien 4 syllabes pour le prénom. Et du coup, il y avait Valentine qui est arrivée, ça en fait 3 et demi, quoi. Et puis du coup, ça a enchaîné sur la scène avec Pasteur. Elle avait de tout petits petons, Valentine. Enfin, on prenait cette histoire de la chanson. C'est comme ça que les chansons aussi, ça rebondit. On casting, là, vous êtes à côté de Françoise Arnoux, Edith Scope, Catherine Deneuve, Ouais. Annie Cordy. Vous les connaissiez déjà, l'une et l'autre? Oui, on a fait des choses ensemble déjà. Marianne, je la connaissais. Par contre, Madame Annie Cordy, Madame... Je ne les sens pas. Et comme on n'a pas tourné, on était enfin, on n'a pas tourné en même temps. Donc, je les ai rencontrés hier. Et vous n'avez pas de scène ensemble? Non, non, non. Mais sur le tournage, vous vous êtes quand même rencontrés? Avec qui? Avec César? Oui, avec... Non, pas du tout. Vous les avez même pas rencontrés? Non, non, non. C'est dommage. Je les ai rencontrés hier. Ah, hier. Ah, D'accord. et ça s'est bien passé? Mais oui, c'est des dames formidables. Paul Veccali, donc il était ami, mais il a aussi produit les films d'Eustache. Comment vous définiriez les deux cinéastes l'un par rapport à l'autre? Je sais pas, je suis pas critique de cinéma. Hein. Mais vu justement vous êtes actrice pour les deux. Oui. Je suis incapable de répondre à cette question parce que c'est vrai que toute question sur deux cinéastes différents. Il y a chacun a sa façon de travailler, qui essaie soit sur de l'empathie, soit sur de l'exigence. Ça dépend, et ça dépend des films. Pour ça, je ne peux pas faire une réponse radicale. Chaque situation amène un comportement. Donc, pour la maman, j'avais une pratique de la cinémathèque avec Jean depuis plusieurs années, à 3 films par jour, 2 films le dimanche. Et donc, je savais ce qu'il pouvait aimer au point de vue cinéma. Donc, c'était un guide pour moi, parce qu'il y avait toutes ces références cinématographiques qui m'aidaient. Et c'était la direction d'acteur aussi. Pense à Jeanne Marès dans La Chienne, ou Valentine Tessier dans Madame Bovary de Renoir. Enfin, c'était des choses qui me parlaient. Pour ce film-là, plus que Avance ton bras, parle plus vite, etc. Donc c'est pour ça que je dis c'est chaque fois différent. Et tandis qu'avec Paul, c'est plus... D'abord, ça dépend du film. Par exemple, En haut des marches, qui est un film extrêmement complexe et très précis. Il y avait vraiment des places, il y avait vraiment, par exemple, des plans séquences en mouvement, avec des places à tenir à des endroits divers, enfin, ce qui demande vraiment une grande concentration, pouvoir dire le texte en s'arrêtant là au bout, puis en reprenant le fauteuil. Donc ça veut dire qu'il faut être très très concentré. C'est pas la même chose que par exemple dans le dernier, où on joue à se renvoyer les répliques, parce que le plan est fixe, enfin on peut y aller, et puis on s'amuse. Donc c'est compliqué de répondre à cette question. Et les hommes sont très différents, ou est-ce que vous fréquentiez les deux à l'époque? Oui, comme tout le monde est différent. C'est quoi cette question? Non, mais il peut y avoir des points communs que vous retrouvez, qui fait que l'amitié, par exemple, peut passer par des... C'est la cinéphilie, je pense que c'est l'amour du cinéma. Après, il prend 36 formes, selon les gens, selon les jours. Il y a des jours où on a une actrice, etc. On est moins cinéphile, peut-être, je sais pas. Mais... Pour revenir sur Le Cancre, comment vous définiriez-vous le film? Parce que si on vous demandait de le vendre, alors vous allez me dire vous n'êtes pas chargé de le vendre, mais comment vous le vendriez? On en parlait hier, justement, quelqu'un disait de quoi ça parle? Et j'ai répondu, ça parle du temps. Ça parle du temps qui passe. Comment on vit le temps qui passe et pèse petit à petit, qui empêche petit à petit. Comment aussi avec le temps, beaucoup de souvenirs reviennent et le besoin de retrouver les premières émotions, que ce soit d'enfants ou d'amoureux, etc. Et là, dans ce film-là, c'est autour d'un personnage qui a été le battement de cœur initial
Et donc cet homme, à un certain âge, est filmé à un jour ou deux de sa disparition. Enfin, le film se déroule sur plusieurs années, non, enfin, il y a des petites inscriptions, il n'y a plus le temps. Mais le dernier plan, c'est il s'endort devant la mer, et il s'endort définitivement. Et c'est son chemin pour finalement pouvoir s'endormir doucement, d'avoir fait tout ce parcours pour retrouver effectivement cette première émotion. La maman la putain, c'est un peu votre Sissi à vous, parce que parfois vous en avez marre quand vous en parlez. Non, jamais. Jamais, parce que je suis très honorée d'avoir été dans ce film, qui est un film qui traverse le temps. On parlait du temps tout à l'heure. Et c'est un film qui, moi, ça m'émeut toujours, touche toutes les générations. Il y a une ressortie, par exemple, une rétrospective ou une ressortie, et je vois des gens jeunes qui sont touchés par le film. 10 ans plus tard, il y a une autre ressortie, et je vois encore des gens jeunes touchés de la même manière par le film. Et je me dis que c'est magnifique et que vraiment, si je crachais dans la soupe, je serais vraiment nulle de dire arrêtez de m'en parler. Non, merci. Bon, effectivement, je ne vis pas en pensant à ça tous les matins, hein, c'est évident. Mais en même temps, je me dis c'est une des raisons pour lesquelles je suis où j'ai été sur cette terre. Nous acceptons et soyons heureux. D'ailleurs, Lucas Belvaux avait fait un gros clin d'œil. C'était mignon, c'était vraiment très gentil. Ouais, moi j'ai une question sur La maman et la putain. Est-ce que vous touchez des royalties sur la chanson de Diabolo Gum? Mais non. Alors ça c'est assez amusant parce qu'effectivement on m'annonce qu'il y avait de la musique qui avait été mise sur ça. Je dis quand même le monologue ça suffit, c'est qui ces crétins, etc. Puis on me fait écouter Diabolo Gum, je me dis c'est formidable, c'est vachement bien ce qu'ils font. Et j'aimerais bien les rencontrer d'abord parce qu'effectivement il y a des droits à donner à quelqu'un qui leur fait la base de la chanson. Et le groupe avait éclaté. Et il y a 4 ans à peu près, le groupe s'est reformé pour une fois pour un festival à Vendôme qui s'appelait Rock à Mobile, je ne sais plus quoi, un festival de rock. Et il se trouve que j'avais un ami qui avait lui-même un ami qui les connaissait. Donc j'ai dit, j'aimerais bien quand même les rencontrer. Donc je vais à Orléans où ils répétaient au-dessus de la gare, je les rencontre, on partage le pain, on déjeune, et puis du coup, sans même le formuler, le lendemain, donc ils font leur concert, ils démarrent leur set, alors je vois les briquets qui s'allument, les gens qui chantent en même temps, je me dis, ils ont touché un public, hein, parce qu'ils avaient arrêté depuis 15 ans quand même. Ils ont touché vraiment un public, et ce qu'on avait dit, c'était en fin de set, ils mettaient le monologue, donc ils envoient les 3 l'intro, et puis ils démarrent, et puis effectivement le genre, tout ça, bien. Et puis après, ils le reprennent une fois, et les gens se disent pourquoi une deuxième, et je suis entrée sur scène, et je l'ai dit. Alors, le rock, c'est bien mieux que le théâtre. Hein. Les gens crient, ils sont contents, ils allument leur briquet, c'est formidable. Donc c'était joli, c'était une jolie boucle, je dirais, entre cette façon de prendre mais je touche pas un sou. Hein. Donc, sauf que après, j'ai fait une sorte de mini-tournée avec Michel Clou, qui était dans Diabolo Gum et qui a lui-même continué à faire son groupe, je dirais. Et on a fait une petite tournée où j'intervenais sur plusieurs chansons d'ailleurs de son, comment on dit, CD, album, disque, je sais plus. Et on a fait Brest, la Gaîté Lyrique et Toulouse, comme ça, où j'intervenais en plus en parole sur certaines chansons. Et quand vous avez fait le concert quand vous avez fait le concert, vous connaissez encore le monologue par cœur? Ah non. Et j'avais décidé de ne surtout pas le faire comme ça. C'est-à-dire de venir, parce qu'ils se sont dit, attends, c'est qui cette vieille dame qui arrive sur le plateau, quoi. J'ai senti une seconde de panique comme ça, avant de comprendre. Mais j'avais décidé d'avoir des lunettes, d'avoir un texte, et de pas du tout, on refait pas par cœur ça. On le refait pas. Je le connais par cœur. Oui, d'accord. Mais moi, je peux pas faire un récital chaque année avec le texte. C'est pas possible. Et 50 ans plus tard, est-ce que vous êtes capable de nous dire le secret Le secret de ce monologue? C'est une improvisation. Comment c'est possible d'arriver à ce niveau d'émotion-là? On apprend le texte, on se laisse porter par le texte, et puis arrive ce qui arrive. Mais
Non, il n'y a pas. Alors, ça, c'est une question qui revient tout le temps. Et maintenant, je présente le film en disant, bon, je vous réponds tout de suite avant de vous me poser les questions, en disant, il n'y a pas un poil d'improvisation, tout est à la virgule près. Et qu'est-ce que je dis? Enfin, j'avais repéré toutes les questions, et maintenant j'ai dit avant, pour éviter, ça me fatigue, moi, d'entendre la même question, ça me fatigue tout le temps, donc j'anticipe, quoi. Je leur dis, voilà, je vous réponds tout de suite, avant même, et puis, non, il n'y a pas quoi là. Non, mais vous savez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les textes ont leur pouvoir. C'est pareil quand on lit un poème, enfin, ou un texte en prose qui peut, si on lit le bateau ivre, on va avoir une certaine diction, il va se passer une chose. Si on lit, je crois que finalement, peut-être c'est ça les trucs d'acteurs, c'est d'être en état de réceptivité, sans a priori, c'est-à-dire jamais a priori souligner un mot comme on le fait en explication de texte, jamais, et puis voir ce qui arrive, accepter de se vider absolument de tout a priori, de recevoir à sa manière chacun, hein, et puis de se laisser porter par ce texte et de voilà, se créer. Et est-ce que c'est vrai que la vraie Véronica parlait d'une manière très crue? D'ailleurs, on la voit dans un autre rôle, dans La Maman et la Putain, elle rencontre Léo, et une vue de lui. Est-ce que c'est vrai qu'elle parlait de manière très crue et que vous avez dû vous approprier ce registre de langage, en Non, fait? c'est pas ça. C'est je me suis approprié, on m'a fait entendre sa voix. Non, le côté très cru était dans le texte, hein, donc là c'est pas. Mais on m'a fait entendre sa voix et j'ai fait un travail musical sur le rythme de la phrase et pas du tout sur l'histoire des mots et tout ça. Les mots, je les avais, hein. Mais savoir que elle reprenait de telle manière la dynamique d'une phrase, quoi. C'est plus ça. Mais c'est quand même, quand je dis musical, vraiment, enfin, voilà. Basé sur le rythme de la voix. Et ça, c'est un peu différent. C'est un moment de votre carrière, vous étiez passé à la télévision. Est-ce que vous vous souvenez, lors d'une émission où Jacques Dutronc a été particulièrement entreprenant avec vous, Isabelle Adjani? Ben oui, j'étais Isabelle était petite, elle avait 15 ans ou 16 ans, enfin, c'était le début de sa carrière, et Dutronc qui était un peu pété, tourné côté autour, et j'ai vraiment, puis c'était Philippe Bouvard aussi, qui avait commencé pour moi en me posant la question, qu'est-ce que ça fait d'être trois dans un lit? Et je ne sais pas ce qui m'avait pris, j'avais répondu, comme dit Verlaine, en toute chose préfère l'impair. Donc ça avait un peu clos le débat, parce que moi-même j'étais très surprise de citer ça. Et puis du coup on s'est dit, on a dû se dire, celle-là, il ne faut pas trop y toucher. Et puis après j'ai eu envie, enfin, et comme il attaquait aussi Isabelle, et elle était vraiment toute jeunette, et j'avais vraiment envie de dire arrêtez, tranquille, laissez-lui la paix. Il vous a enlacé, vous a embrassé. Oui, mais ça c'est pas grave, c'est plutôt gentil. Mais non, mais bon, c'est un temps, c'est une époque, et puis c'est un personnage aussi. Mais ça, du coup, ça vous avait plu ou ça vous avait déplu? Vous le trouviez beau? Non, je pense qu'il y a aussi des choses qui ont beaucoup changé par rapport à la représentation. C'est-à-dire que ce qui se passait, ça c'est 13, 14. Et si vous regardez les émissions de cette époque-là, il y a encore un semblant de tenue. Si on regarde les émissions actuellement de télévision, vous avez vraiment tout et n'importe quoi, enfin tout est possible, enfin bon. Donc c'est vrai que c'était, quelqu'un ferait ça actuellement, personne ne réagirait. Et là c'est vrai que c'était, en plus c'était une émission très regardée, très attendue, parce que il y avait le côté, enfin ça a été, je dirais, le précurseur de Ardisson, enfin ce genre d'intervieweurs et d'émissions. Oui, d'émissions qui cherchent à titiller les gens sur leur personne. Enfin, ouais. Et donc c'était très regardé parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Maintenant c'est devenu aussi un système qui s'est bien répandu.
enfin qui s'est répondu beaucoup. Et donc c'est vrai, c'est pour ça que j'ai réagi un petit peu, peut-être d'autres personnes auraient pu dire mais oui mon chéri viens donc tout est possible, hein, on est ce qu'on est. Et on vous sent un peu embarrassé parce qu'à un moment donné il dit je vais aller vers l'autre, oui. Et il vous enlace et non c'était je dirais est-ce que c'était ouais d'abord je trouve que c'est toujours, je ne sais pas quel était le degré de jeu ou de dérapage dans ce qu'il a fait. Donc je crois que c'est ça aussi. Puis moi je suis assez psychorigide. Donc il y a le côté on fait pas ça à la télévision, enfin c'est quoi à cette époque. D'accord. Et vous étiez venu à Cannes justement pour La Maman et les putains. Il y a pas mal de photos, des interviews aussi. Et est-ce que vous trouvez que tout a changé? Ah bah oui. Non, mais tout a changé. D'abord, il n'y avait pas cette industrie-là actuelle. Enfin, il y avait moins de monde. Les gens se connaissaient plus ou moins. Enfin, c'était l'ancien palais qui n'a rien à voir avec ici. Ça n'existait pas. On allait d'une salle à l'autre. Il y avait le Blue Bar à côté qui était le café, le Blue Bar. Et tout le monde s'y retrouvait. Enfin, donc Polanski qui est arrivé, il s'appelait Skolimowski. Enfin, tous les jeunes cinéastes qui étaient là s'asseyaient, on parlait avec eux. Donc, alors que là, je ne sais pas comment faire pour avoir des dialogues avec les gens de cinéma. À vous-même, on ne vous organise pas des rencontres, on ne vous facilite pas la démarche. Non, mais d'avoir des rencontres spontanées. D'accord. Parler de cinéma dans un bar avec... Oui, l'endroit aussi, c'était... Enfin, non. Il y en a un, mais il est dur à trouver, mais il y en a. C'est vrai, Non, mais c'est vrai de vous trouver l'adresse. Non, mais sincèrement, il y a un bar où il y a des gens qui sont mélangés, cinéphiles. C'est vrai. Oui, c'est un peu une... Allez, je vais vous demander quel est votre rapport au Star System. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez devenue actrice par hasard. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on a l'impression que durant toute votre carrière, vous avez tenu à être naturelle, vous-même sans jouer le jeu vous auriez pu faire, voilà, comme Adjaline, Deneuve, etc., quoi. Non, je l'ai pas fait, donc j'aurais pas pu. Je pense que c'était un choix. C'est un choix. C'est un état des choses, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai très longtemps pensé que j'étais une imposture. Donc, on n'a pas envie de jouer à la star. On a le sentiment d'être une imposture. Donc, pendant la carrière, vous êtes dit, je n'ai pas... Non, je me disais, par exemple, je n'ai pas fait le conservatoire, je n'ai pas fait de cours de théâtre, je n'ai pas la formation requise pour être là, et surtout, je suis là, donc n'en faisons pas trop. Vous ne vouliez pas faire votre bardo, parce qu'elle a pas fait non plus de conservatoire. Elle a rien dû vous rencontrer à ce moment-là. Il y a plein d'acteurs qui n'ont pas fait le conservatoire, oui, même Depardieu, par mais exemple. Bien sûr. Non, mais je sais bien. Mais après, chacun porte ses inquiétudes. Hein. Là, je peux mettre ce mot-là là-dessus, mais il y a sûrement d'autres raisons. Mais peut-être, est-ce que vous n'en aviez pas envie aussi? Enfin, par exemple, Bernadette Lafont, avec qui elle était plus... vous vouliez rester plus en retrait. Oui. Et ma question, c'est monsieur qui l'a posé à ma place, mais c'était le monologue. Donc ça a été complètement écrit, le fameux monologue. Tout était écrit à la virgule près. Moi, j'ai une question parce que le festival va rendre hommage à Jean-Pierre Léaud. Mais oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai repoussé d'un jour mon départ pour voir le film dans lequel il y a Jean-Pierre tout à l'heure. Et vous êtes resté en contact avec lui? On s'est croisés, oui, enfin, pendant un certain temps. Et puis, moi, j'ai déménagé, et lui aussi, donc on avait un rapport de voisinage en même temps on se retrouvait aux enterrements des amis ou à la cinémathèque. C'était à peu près ça le moment. Et puis là, moi j'ai déménagé, donc puis lui aussi, donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai des nouvelles par des gens, parce que je demande des nouvelles comment va Jean-Pierre en ce moment.
Il me dit, bah, c'est pas. Donc là, j'attends et je trouve que c'est une idée magnifique de Albert Serra d'avoir proposé ça à Jean-Pierre. C'est génial. Il y a le film, oui, effectivement, le film où il va jouer avec Louis XIV, Oui. mais il y a aussi la Palme d'Or d'honneur Oui. qui lui sera remise. Ben oui, ça c'est bien. Ça aurait été très bien que vous soyez à ses côtés d'ailleurs. Bah ça c'est, vous en parlez au festival, hein, mais c'est à eux de trouver l'idée. Hein. Moi je n'irai pas je n'irai pas la chercher cette idée-là. Ou lui remettre. Oh bah je sais pas. Enfin, de toute façon la question se pose pas pour aujourd'hui. Donc non, je sais. Je pense que Jean-Pierre va être content, mais j'en sais rien. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais pas dans quel état il est par rapport à tout ça. Et si, bon, je pense qu'il va être. En même temps, c'est le petit garçon qui est arrivé, dont il y avait Cocteau, avec Truffaut. Enfin, c'est vraiment une histoire de Cannes, Jean-Pierre. Donc, mais pour moi, point d'interrogation sur ce que ça va. Je ne sais pas exactement ce que ça va créer chez lui, mais j'espère, je pense qu'il va être content. Pour revenir un peu, vous dites que vous êtes senti un peu dans la position de l'imposture, mais quel regard vous portez sur votre carrière? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait tout ce dont vous aviez envie? Et est-ce que... Parce qu'après après La Maman et la Putain, Oui. vous avez eu un coup de projecteur forcément très important et qui laisse une marque indélébile sur le cinéma. Et est-ce que justement vous regrettez pas qu'on vous aborde tout le temps sous cet angle-là? Non, là j'ai répondu un peu tout à l'heure déjà. Si on... C'est un autre moment de cinéma, parce qu'il y avait par exemple Bresson avec Anne Wiazemski ou avec Florence Delay. Donc on n'était pas... c'est un effet nouvelle vague de Karina aussi au départ. On n'était pas dans la tradition de Martine Carole ou voire François Arnoux. Enfin, il n'y avait pas la même... il y avait ce côté... Modèle. Bresson disait que c'était des modèles dans le sens du cinématographe. 365 prises, oui. Mais c'est un autre cas de figure, hein, Bresson. Mais donc il y avait... Enfin, je peux me tromper, mais je pense qu'il y avait pour certaines apparition de la nouvelle vague, il n'y avait pas nécessairement le désir. Il se trouvait qu'elles étaient à ce moment-là emblématiques d'un temps mais sans avoir nécessairement l'envie d'être actrice toute la vie en faisant des choses. Enfin, je ne sais pas si je suis assez claire, mais ça veut dire que pour vous le cinéma était quelque chose que vous aviez à faire, mais qui n'était pas forcément votre but et c'est pas ce qui vous emplit complètement. Si, enfin, je me suis rendu compte en faisant ça que j'aimais beaucoup ça, et que d'un seul coup, c'est quand même une chose qui est formidable de prendre en charge quelqu'un d'autre mais c'est la même histoire que de rester en retrait. C'est-à-dire devenir acteur, c'est aussi être quelqu'un d'autre. Et ça, j'aime beaucoup. Mais en même temps, c'est vrai que je peux vivre sans ça. J'aime ça, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Et j'ai deux questions en fait. Comment vous avez réagi? Enfin, comment ça s'est passé le tournage pour vous de La Maman et la Putain? Parce que c'était le vrai premier rôle et c'est pas un rôle facile quand même. Pas très facilement. Ah oui? Oui, c'est plus facile que j'ai fait. Ben oui, parce que je disais, je connaissais tous les tenants du film. Je connaissais Jean très bien et je savais un peu Jean-Pierre, on se connaissait bien. Pierre Lhomme était une personne magnifique à l'image et c'est important d'avoir le regard du chef opérateur avec soi. Non, j'ai pas eu.
je n'ai pas eu de doute du tout sur le chemin dans ce film-là. Parce que, je sais pas, comme ça. Et il y a des films où on a un doute, on se demande et on n'a pas de réponse. Et c'est plus compliqué que là, non, vraiment. Et Eustache était un cinéaste facile ou directif? Non, mais c'est ce que je vous disais quand on partage X années de cinémathèque avec des réflexions morales sur le cinéma, sur les natures des plans, sur la nature du jeu, etc. Les clés sont données. Donc là, il n'y avait pas du tout, en tout cas pour moi, sur ce tournage, il n'y a pas eu de difficulté du tout. Je sais que pour d'autres personnes, ça a été compliqué, mais pour moi, non. Mais, Jean-Pierre Léaud ou Bernadette Lafont? Oui, ça a été plus compliqué. Et Jean-Pierre avait des problèmes de mémoire. Donc il y a cette angoisse, alors qu'il y a des tests énormes et à apprendre. Et Bernadette, c'est un autre... Alors on a parlé, je ne vais pas me parler de moi, mais... Oh, dites ainsi. Non. Là, vraiment, je n'ai pas faire ça. D'accord. Mais c'est vrai que c'était un autre cinéma qui arrivait dans le cinéma de stage. C'est l'arrivée de Truffaut, et c'était une époque où les metteurs en scène avaient vraiment leurs équipes, leurs écuries. C'est marrant. Bon, ça existe encore un peu maintenant. Mais c'était un langage nouveau parce qu'à l'époque, déjà maintenant, même quand on écoute certains dialogues, à l'époque, ça avait beaucoup choqué. Oui, ça choquait. Mais je trouve que c'est devenu très. Maintenant, tout le monde dit ça. Hein. Oui, mais à l'époque. Non, à l'époque, c'est vrai qu'il y a eu, le jour de la projection au Palais, il y avait des hauts de. Ah, on dit pas ça, on ne fait pas ça. Même maintenant, il y a certains, je vais pas dire les mots, mais. Il y a certaines phrases de Véronica qui choqueraient encore. Qui avaient déclenché des réactions assez fortes. Hein. Mais même la forme était très libre. Au-delà, il y a les dialogues, c'est un film de dialogue évidemment, mais la forme, même le format long était presque une provocation en soi. Je crois que c'était l'enjeu, c'était le noir et blanc. Et la forme est... Je vois pas à quoi vous faites allusion là, parce que c'est très tenu, enfin très préparé, enfin le cadre et tout ça. Je pense que c'était pas, je dirais, les gens réagissent quand ils se retrouvent devant quelque chose de... le LSD est passé par là, donc on a des... C'est pas le cas de tout ce film-là qui est très tenu. Donc c'est pas tellement ça, ça a été vraiment le contenu des relations et de l'expression de ces relations qui a créé du... D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des documents INA qui montrent que Gilles Jacob avait dit des horreurs sur ce film. Oui. Et maintenant, il dit que c'est un des meilleurs films du cinéma qui a existé. Souvent homme-mari. Hein. C'est une très belle phase de conclusion, peut-être. Merci. Merci.